Rougemont, il y a 5 minutes, Philippe de Saint-Robert me disait que votre dernier livre, L'avenir et notre affaire, était un peu le procès de la France. Qu'est-ce que vous en pensez? On peut y voir cela. C'est très partiel. Et ce serait le procès d'une certaine partie de la France. Alors, je diminue tout de suite l'ampleur de la question, ou de l'objection, je ne sais pas. Il y a évidemment un procès de la France comme modèle d'État-nation centralisé. C'est incontestable. Je reprends là un vieux procès qui a été commencé par Alexis de Tocqueville dans son livre sur l'Ancien Régime et la Révolution, où Tocqueville a démontré, d'une manière absolument définitive, que la Révolution française avait eu pour effet principal de faire tomber toutes les barrières à la centralisation qu'avaient rencontrées dans leur effort séculaire les rois de France. Il a été confirmé, chose curieuse, à peu près à la même époque, ou très peu après, par Marx, qui a fait le même diagnostic de la Révolution française. Un moyen de renverser toutes les barrières à la centralisation absolue. Alors, dans la mesure où la France de la Révolution française, à partir du 20 avril 1792, déclaration de guerre aux rois d'Europe, pour, comme le disait Hegel, assurer par la guerre au dehors la tranquillité qui manque au dedans, à partir de ce moment-là où je vois la date de naissance de l'État-nation moderne, la réalisation de cet État-nation par Napoléon, il est évident que tout au long du XIXe siècle et du XXe, la France a mis au point ce modèle de l'État-nation qui est aujourd'hui imité par tous les pays du monde. Je crois qu'il n'y a pas d'exception. Nous en sommes aujourd'hui à 175 États-nations dans le monde. Certains poussant la chose jusqu'à l'extrême de la caricature, c'est-à-dire reprenant des frontières qui avaient été tracées à la règle sur des cartes, sur des maps-mondes dans les bureaux de Paris ou de Londres. Frontières qui divisent absolument arbitrairement, comme on peut l'imaginer, de grands territoires, de vastes peuplades, des tribus noires, des anciens royaumes et empires africains, mais qui sont, bien qu'étant un lest de la colonisation, sont devenus, pour les décolonisés d'aujourd'hui, une espèce de symbole de leur indépendance. Si bien qu'un ministre d'un de ces États noirs me disait un jour, vous savez, c'est absurde, au-delà de toute description, ces frontières qui tranchent sur 500 km, en ligne droite du nord au sud, qui tranchent dans le vif de notre histoire et de nos populations, mais ça n'empêche pas que nos jeunes gens sont prêts à se faire tuer pour le maintien de ces frontières. Oui, enfin, Denis de Rougemont, je voudrais tout de même vous dire que la critique que vous faites actuellement de la Révolution française et qui implique une sorte de regret, en quelque sorte, de l'époque monarchique, est quand même toute relative. Parce que, en réalité, votre attaque remonte très au-delà, puisque vous pourfendez Philippe le Bel et François Ier, accusés de s'être proclamés empereurs en leur royaume, mais je ne vois pas que vous émettiez la moindre critique à l'endroit de Charles Quint. Donc, en réalité, c'est la totalité de l'histoire de France que vous mettez en cause, et au nom d'une idéologie bien connue, qui est celle de la monarchie universelle, et dont on pourrait dire qu'elle est aujourd'hui celle de certaines hégémonies et de la politique de bloc. Alors, vous dites la nation est dépassée, l'État-nation est dépassé, il faut faire et l'Europe et les régions. Je ne trouve pas que vous démontriez absolument pourquoi telle unité qui serait la nation serait dépassée et pourquoi il faudrait faire la région qui est plus petite et l'Europe qui est plus grande. Alors qu'actuellement, et dans l'état actuel des choses, ces régions et cette Europe n'ont pas de grande réalité politique. Moi, je ne suis pas contre tout ce que vous dites au sujet des régions. Je pense qu'effectivement, il faut permettre aux gens une certaine autonomie, mais sur le plan politique, entre nous, ça n'a pas beaucoup de sens. Alors, vous dites la nation aussi est une chose dépassée. Moi, je ne crois pas... Attendez, est-ce que vous me permettez de vous interrompre oui. ici pour que je n'oublie pas plusieurs des arguments que vous venez d'évoquer, puisque vous disposez à en évoquer d'autres.
Oui. Alors, primo, je ne suis pas du tout un nostalgique de la monarchie. Je dis simplement que la Révolution française n'a fait qu'achever Je suis de votre ce avis. que les rois de Oui. France, depuis Philippe le Bel, n'avaient pas réussi à faire. Oui. Ils s'étaient heurtés à une forte résistance des populations, et malgré tout, malgré des conquêtes, malgré des traités qui étaient plus ou moins rusés, ils ont réussi à faire un tout assez uniforme de tout cela, mais il a fallu la Révolution française pour faire tomber les dernières barrières. Donc pas de nostalgie du tout de ma part. Et d'autre part, il y a une chose contre laquelle je voudrais m'élever. Je ne suis nullement un admirateur de Charles Quint, pas du tout, sauf pour certaines mesures qu'il a prises au début de son règne, qui étaient des mesures tendant au fédéralisme. Mais ça, c'est un autre sujet. Je pense que Charles Quint n'était pas du tout à mettre sur le même plan que des rois, que les rois de France, de Castille et d'Angleterre, qui ont tous les trois créé, par la conquête en général, des royaumes plus ou moins uniformes, enfin qu'ils auraient souhaité beaucoup plus uniformes encore que cela, tandis que Charles Quint, étant empereur du Saint-Empire romain germanique, représentait l'ensemble européen, quelque chose de plus mythique que réel d'ailleurs. Et qui a échoué, parce que si François Ier s'est proclamé empereur en son royaume, c'est tout de même un résultat de la querelle des investitures entre la papauté et l'Empire. Donc c'est un système qui lui-même a engendré ce que vous condamnez. Mais je voudrais vous citer au sujet de la nation une définition ou une phrase d'André Malraux qui m'a beaucoup frappé et à laquelle pour ma part j'adhère. Il dit « La nation est la découverte capitale du siècle. Il n'y a pas si longtemps, mettons 30 ou 40 ans, on ne croyait pas à la nation sous une autre forme que celle du nationalisme. Or, ce qui se passe depuis 50 ans, c'est la présence de la nation sous une forme qui n'est nullement nationaliste, sa présence organique d'un bout à l'autre du monde. Et il ne faut pas oublier que tous les pays qui se sont décolonisés l'ont fait tout de même au nom de cette idée nationale, même si vous pouvez expliquer effectivement que certains découpages hérités du colonialisme sont arbitraires. Mais à quoi nous entraînerait de les remettre en question, n'est-ce pas? On ne sait pas à quelle guerre, on le voit bien aujourd'hui en Afrique, nous pourrions être entraînés si on remettait systématiquement en question ces frontières qui sont peut-être arbitraires. Mais tout de même, la libération des peuples s'est faite au nom de l'idée de nation. Oui, je ne vois pas du tout le rapport entre l'idée de nation dans ce passage de Malraux que vous venez de lire Oui. et ce que j'appelle l'État-nation, qui est une forme institutionnelle parfaitement bien définie. La nation est un mot très vague. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que Malraux entendait les États-nations ? Je crois qu'une nation, c'est un peuple rassemblé autour d'un État, n'est-ce pas? Des peuples, bon, il y en a toutes sortes. Par exemple, il y a un peuple allemand qui n'a pas toujours été une nation, parce que l'Allemagne n'a pas toujours eu un État unique. Mais je crois que l'idée de nation correspond à quelque chose qui implique la notion d'État. Et vous citiez l'Empire tout à l'heure. Il s'appelait bel et bien l'Empire romain de nation germanique. Alors, nation avait un sens complètement différent de l'État-nation d'aujourd'hui. Nation au Moyen-Âge, c'était... Par exemple, à Paris, autour de la Sorbonne, c'était les étudiants, les colonies d'étudiants qui parlaient la même langue. N'est-ce pas? Il y avait la nation anglaise, il y avait la nation bretonne, la nation italienne, la nation germanique et la nation française. C'était les groupes d'étudiants de même langue. Et ça a été ça pendant très longtemps. La Bretagne, aujourd'hui, peut être considérée comme une nation. Ça, j'en doute. Mais pour en revenir à la critique... Se considère comme une nation. Se considère comme une nation, oui. Je ne suis pas sûr que tous les Bretons se considèrent. Peut-être un certain nombre d'extrémistes pensent qu'ils pourraient redevenir une nation, mais je ne crois pas que ce soit... Non, mais c'est un des sens, n'est-ce pas, qu'on a donné au mot nation. Mais au fond, pourquoi, au fond, vous reprochez à la France d'avoir réussi à se constituer? Et c'est ce qui me choque, si vous voulez, parce que tout de même, bon, peut-être que ça s'est fait aux dépens de tel ou tel particularisme, mais la France est tout de même une réussite exceptionnelle en Occident et en Europe. Et au fond, on a l'impression qu'on en veut à la France d'avoir réussi à se constituer. Pourquoi? Je ne vois pas du tout pourquoi vous pensez que j'en veux à la France. Je ne lui fais aucun reproche. J'en veux à la forme de l'État-nation, n'est-ce pas, créée par la Révolution française, pas seulement par les Jacobins, comme on le dit souvent, par erreur, car cette déclaration de guerre du 20 avril 1792, a été faite par les Girondins, contre l'avis des Jacobins et avec l'appui de Louis XVI. Vous me parliez de reproches que je ferais à la France, absolument pas. Je pense, et j'affirme tout au long de mon livre, que la formule de l'État-nation, c'est-à-dire
l'appareil étatique s'emparant d'une nation est une formule horriblement dangereuse à laquelle il nous faut renoncer le plus vite possible si nous voulons éviter la guerre atomique qui se prépare. Voilà le fond de la question pour moi. Il n'est pas question que je fasse reproche à la France. Si je le fais, alors c'est un reproche que lui ont adressé beaucoup de ses plus grands écrivains politiques. Alors pour moi, qui m'occupe aussi d'écologie, comme vous avez pu le voir par une partie de mon livre, je définis la guerre comme la pollution majeure de la Terre. Pollution majeure et définitive en cas de guerre atomique. On peut dire qu'il restera toujours quelqu'un dans les angles morts. J'avais une conversation avec Einstein une fois à Princeton, juste au lendemain de la guerre, là-dessus, et je lui demandais ce qu'il pensait d'une guerre atomique éclatant aujourd'hui. Il m'a dit qu'il restera à peu près 20 millions d'hommes dans des angles morts. Mais les fondements de la civilisation seront plus qu'ébranlés, seront effondrés à ce moment-là. Ce sera des tribus qui se regarderont avec la plus grande méfiance. Ouais, ça ne peut pas durer. À mon sens, une guerre atomique générale aujourd'hui serait la fin de l'histoire humaine, telle que nous l'avons imaginée et suivie depuis 100 000 ans. Alors voilà le fond de l'histoire, n'est-ce pas ? Il ne s'agit pas pour moi du tout de faire un reproche quelconque à la France. Je me considère comme français, je suis suisse de nationalité, n'est-ce pas ? J'ai souvent répondu à des enquêtes qui me demandaient ce que je pensais de la France. La France est le pays dont je préfère me plaindre. C'est le pays dont je parle la langue, enfin dont j'écris la langue. Et à cet égard, j'en fais partie. Enfin, j'ai toujours dit que la condition de la liberté d'un homme était la pluralité de ses allégeances. Par exemple, pour quelqu'un comme moi, qui est suisse du canton de Neuchâtel, l'ancienne principauté indépendante jusqu'à 1848, c'est le dernier État qui se soit rattaché à la Confédération suisse, il n'y a pas longtemps, comme vous voyez. Je suis suisse parce que je suis d'abord neuchâtelois d'une commune. On devient suisse par une commune. Contraire de l'Amérique, où on devient américain en entrant par l'extérieur, par la frontière. Je suis de nationalité suisse, j'ai un passeport suisse, c'est ma communauté politique, disons. En tant qu'écrivain français, je fais partie de l'ensemble français, la culture française. En tant que protestant, je fais partie d'une communauté beaucoup plus vaste qui est mondiale, qui n'a pas du tout les mêmes limites. Et puis en plus de ça, je fais partie de je ne sais combien de sociétés ou de clubs qui n'ont pas du tout les mêmes définitions territoriales, n'est-ce pas ? Et si quelqu'un venait me dire, maintenant j'exige que toutes ces choses rentrent l'une dans l'autre et qu'elle n'ait qu'une frontière, qui est la frontière nationale de l'État-nation, bornant à la fois des réalités économiques, linguistiques, idéologiques, on aurait dit autrefois religieuses, n'est-ce pas ? Cuius regio et ius religio, et qu'en plus le sous-sol soit divisé d'après ces frontières, comme on le voit dans le bassin entre France, Allemagne et Luxembourg, et Belgique, n'est-ce pas ? Je crierais au fou. Or, qu'est-ce que c'est que ce fou-là ? C'est l'État-nation moderne, qui essaye, c'est son ambition irrésistible, de tout faire rentrer dans le lit procus des frontières nationales. Voilà pour moi le fond du débat. Oui, mais sur un plan plus politique, n'est-ce pas ? Si on aboutit au fond à ce à quoi tendent les théories que vous défendez dans votre livre, c'est-à-dire à amener tous les États européens à renoncer peu ou prou à leur souveraineté nationale, on fait en fait et objectivement le service d'un système qui, lui, n'a pas du tout l'intention de renoncer à lui-même, qui est le système de blocs. Il faut tout de même être très lucide à cet égard. Et à ce moment-là, on réduit l'avenir de la civilisation à un dialogue entre deux blocs. Alors, est-ce bien ce que vous souhaitez ? Je ne le crois pas. Entre deux blocs, vous entendez la Russie et les États-Unis ? Ce sont ceux qui, pour l'instant, prédominent. Maintenant, peut-être d'autres surgiront. Mais je veux dire que, à la limite, n'est-ce pas, l'Europe sera totalement effacée de l'histoire. Parce qu'elle ne peut, à ce moment-là, que s'intégrer soit dans un bloc, soit dans un autre, l'américain ou le russe. Elle ne va pas s'intégrer dans le chinois. Donc, en fin de compte, tout de même, l'Europe sera supprimée de l'histoire de la civilisation sous prétexte d'un appel à une générosité dont on ne verrait pas tellement les effets, en fin de compte. Moi, je ne vois aucune nécessité à cela.
je ne vois pas du tout la nécessité de votre déduction. Sinon, je n'aurais pas écrit ce livre. Mais pour moi, elle est presque assez... de vous le dire. Oui, je pense ce bien. livre Mais... est écrit dans une perspective européenne, elle-même vue dans une perspective mondiale. Alors, vous créez un État européen? Non, pas un État européen, une fédération européenne. C'est un peu différent. C'est pas une fédération que je vois supérieure aux États-nations actuels, de même que les régions les dépasseraient par en bas, si je puis dire. N'est-ce pas étant donné que pour moi, l'État-nation est le plus grand danger pour la paix aujourd'hui, la volonté absolue de ne rien renoncer à la souveraineté nationale, il s'agit de faire autre chose qui ne peut être qu'une fédération, libre fédération des régions en une Europe solidement fédérée, qui ne reproduira pas du tout l'État-nation à un degré supérieur, qui sera tout à fait autre chose. Une fédération est autre chose qu'un État-nation. Et à ce moment-là, personne ne peut dire, n'est-ce pas, quelle sera son action sur le monde. Moi, je crois, c'est un pari, que si l'Europe arrive à recréer cette nouvelle forme de société politique, ménageant par exemple la possibilité de recréer des communautés, une communauté véritable, ce que j'appelle la communauté générale, en dehors des communautés, des petites communautés de hippies ou des communautés de ce genre, qui peuvent être des modèles ou des exutoires, je ne sais pas, mais je demande simplement que les conditions d'une communauté entre les hommes soient rétablies. Elles ne peuvent l'être que dans des petites unités qui sont des régions, peut-être des petites régions. Mais ce que je ne vois absolument pas, c'est en quoi, dans l'état actuel des choses, par exemple, l'État de la nation française menace en quoi que ce soit la paix ni de l'Europe ni du monde. Pas la France, je dis la forme de l'État-nation. Mais oui, mais il n'y a que des cas particuliers, parce que s'il y a des États qui menacent la paix dans le monde, ce sont précisément les États hégémoniques, dont vous ne parlez pas tellement, enfin que vous ne mettez pas tellement en cause. Vous voulez dire lesquels? Ou l'Amérique, ou la Russie, par exemple. Oui, mais enfin, que l'Amérique et la Russie fassent ceci ou cela, d'abord, nous n'en savons rien, ce qu'ils vont faire. Oui, et nous ne savons pas du tout si la Russie va être longtemps solide. Moi, j'en doute fortement. Justement parce qu'elle subit également cette poussée profonde que nous subissons d'abord en Europe, ce retour aux différences, aux différentes communautés, aux ethnies, par exemple, ce qu'on voit d'une manière si violente, n'est-ce pas, en Angleterre, en Espagne, en France et en Italie. La Russie aussi est travaillée par ces mouvements, et peut-être d'une manière beaucoup plus violente que nous ne le pensons. N'est-ce pas? Il y a de fortes raisons de penser qu'en Ukraine, par exemple, il y a une guérilla très importante qui est en train de se dérouler contre les Russes. Il y a ce fait très important, démographique, que d'ici la fin du siècle, les Russes, qui avaient été l'ethnie dominante dans l'empire des tsars et aujourd'hui dans la Russie soviétique, qui n'augmente pas en population, qui a un taux extrêmement faible d'augmentation, si ce n'est pas négatif dans certaines années, vont être une minorité dans l'ensemble des populations de l'URSS. Et les peuples musulmans, surtout, ont une croissance énorme actuellement, de l'ordre de 3,5%, si je me trompe. Donc ça va complètement changer les choses en Russie. Si les États baltes se reprennent et se révoltent, si les États transcaucasiens et transcaspiens font valoir leur droit à une certaine autonomie, qu'ils estimeraient juste, étant donné leur augmentation à tous égards, mais surtout à l'égard de la démographie, tout peut changer. Alors moi, je ne voudrais pas que l'on renonce à faire une fédération européenne des régions sous prétexte que ça nous rendrait vulnérables aux Russes, qui ne seront pas les mêmes alors qu'aujourd'hui. Mais ça peut aussi nous rendre vulnérables, oui, à l'hégémonie américaine. Il faut tout de même prendre cette chose en considération, ça n'est pas rien. Je le prends en considération, mais je pense que ce qu'il faut d'abord prendre en considération, ce n'est pas des dangers hypothétiques, c'est le danger certain de l'éclatement d'une guerre atomique. Alors je crois qu'il faut tout faire pour empêcher ça, et qu'un des moyens les plus évidents de l'empêcher, c'est de diminuer le pouvoir des États-nations
à se distinguer absolument, à insister tellement sur leur souveraineté nationale qu'on ne comprend même plus comment ils peuvent signer des traités. Mais oui. Non, moi je ne vois pas pourquoi une fédération européenne qui serait importante serait assujettie à une hégémonie américaine ou soviétique plus que les États-nations qui font cette Europe aujourd'hui ne le sont. Oui, au contraire. Au contraire, Au contraire, je pense que si nous voulons, si nous refusons de faire une fédération européenne au nom de la souveraineté absolue de chacune de nos nations, eh bien nous serons grignotés les uns après les autres. C'est ça, diviser. Comme c'est déjà le cas, n'est-ce pas? Faute d'une fédération européenne, il y a déjà un bon quart de la population européenne, traditionnellement européenne, qui est soumise aux Russes. Ça, c'est une conséquence des accords de Yalta, n'est-ce pas? C'est oui. tout à fait autre chose. Et justement, il n'y avait pas d'Europe. L'Europe n'avait pas de voix, n'était pas représentée. Et elle était livrée. Il y avait tout de même l'Angleterre, puisqu'elle prétend être oui, européenne. il y avait aussi Roosevelt. Oui, c'est une vieille querelle. Nous n'étions pas oui. En tant qu'Européens, représentés comme Européens. D'autre part, il y a cette occupation d'un quart de l'Europe par les Russes. Il y a cette autre forme d'investissement par le Parti communiste, n'est-ce pas, qu'ils disent qu'ils sont séparés de la Russie. Maintenant, je veux bien, mais enfin, c'est récent et c'est peut-être tactique. Et d'autre part, il y a l'investissement des autres États de l'Ouest par l'économie américaine. Nous subissons très fortement les contre-coups de tout ce qui se passe aux États-Unis. Par exemple, je parlais récemment avec le meilleur économétriste, je dirais pas non, le meilleur monétariste d'Europe et des États-Unis probablement, qui me disait l'inflation en Europe est simplement le résultat, pas simplement, c'est moi qui simplifie, est le résultat, entre autres, mais surtout, d'une exportation de l'inflation américaine vers nous. Et cette inflation américaine, d'où est-ce qu'elle vient? Elle est sortie de la guerre du Vietnam et de la cessation de la guerre du Vietnam. D'après lui, n'est-ce pas, nous subissons le contre-coup de tout cela. Donc il y a 1000 formes, je ne dirais pas de colonisation, mais d'investissement assez grave de l'Europe, de tous nos États, dont aucun n'est capable de résister à tout cela seul. Dans l'état actuel des choses, aucune démonstration, aucun élément n'est apporté qui nous permette de penser qu'une fédération européenne serait plus indépendante des États-Unis que chaque État particulier peut l'être. Oui. Ça n'est pas du tout démontré. Je veux bien, moi je me réduis à un dilemme beaucoup plus simple. Si les États européens refusent, au nom de leur souveraineté nationale, et par crainte, disent-ils, d'un axe germano-américain, s'ils refusent toute forme de fédération européenne, alors ils auront l'axe germano-américain. Je voudrais, moi, une seconde, me faire alors carrément l'avocat du diable, oubliant ce que je peux penser, que l'État-nation est réellement l'état de guerre. Évidemment, c'est l'état des grandes guerres. Quand vous avez de grandes nations, vous avez de grandes guerres. Je vous ferai remarquer qu'en général, entre les grandes guerres, vous avez de grandes paix. Et que dans l'histoire du Moyen-Âge, par exemple, nous ne retenons pas les grandes guerres, mais est-ce qu'il n'y avait pas un état de guerre locale, larvé, quasi permanent, général, qui au total faisait autant de violence et de mort que les quelques grands conflits atroces qu'on a connus? C'est une première question. Vous posez la question aussi de cette uniformisation qui est à la base finalement de l'État-nation. Mais justement, est-ce que dans certains cas, un pays fédéral à la manière de l'Amérique, c'est-à-dire un pays tout de même largement ouvert quand même aux interactions, encore plus que les frontières qui morcellent l'Europe, est-ce que cet État-nation ne va pas, cet État fédéral, pardon, ne va pas uniformiser les cultures davantage? Est-ce qu'au sein d'une Europe fédérée, le Portugal ne se déportugalisera pas encore plus vite que restant Portugal État-nation? Et puis enfin, la troisième chose qui me heurte, c'est qu'il
il n'apparaît pas, n'est-ce pas, vous parlez, je vous écoute depuis tout à l'heure, de considérations historiques, c'est vrai que l'État-nation est né à travers des faits politiques, mais attention, il y a un phénomène de base dont on n'a pas parlé ici, qui est absolument fondamental, qui est que jusqu'à présent, ce qui dominait l'environnement de l'homme, c'était des systèmes culturels, religieux, linguistiques, artistiques et autres, qui, eux, sont aussi diverses que l'homme. Chaque communauté secrète son art, secrète sa religion, secrète sa culture. Mais qu'est-ce qui domine aujourd'hui? C'est l'environnement technique. Or, excusez, la technique est la même partout. Cet environnement technique est une force, un bulldozer culturel qui a partout unifié les choses. Vous n'y pouvez rien, les lois de la technique sont partout les mêmes, les ingénieurs se comprennent partout, il n'y a pas de malédiction de Babel ici. Nous sommes devant une crise qui pourrait être finale, maintenant. Deuxième question, est-ce que l'ouverture d'une Europe aux peuples, les uns aux autres, qui ne seraient plus protégés par le carcan de leurs frontières, protégés enfin, retenus, contraints, est-ce qu'elle ne viserait pas à une unification? Alors, moi, je vous renvoie la balle. Est-ce que vous avez peur de cette unification? Ah, j'ai très peur de alors l'uniformisation, parce que si c'est pour il vous faut supprimer... avoir peur de la technique. Non, mais bien sûr, mais parce que, Oui. n'est-ce pas, si c'est pour supprimer les frontières, pour faire une fédération, comme aux États-Unis, Oui. mais où d'un bout à l'autre de la fédération, on retrouve la même culture, mon problème n'est pas qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas un État-nation. Mon problème, ce serait qu'il y ait une authenticité de la culture qui attache l'homme à un système d'interaction court entre les hommes, entre la nature, entre sa culture, au lieu de le prendre dans un réseau abstrait et finalement sans signification d'interaction. Vous appelez réseau abstrait le réseau des États-Unis d'Amérique? Par exemple, Pour oui, mettre les bon, points sur avec les i. l'uniformisation des systèmes, des productions de masse, etc. Oui. Bon. Je ne vois pas l'intérêt de faire disparaître l'État-nation si ce n'est pas pour faire vivre des cultures authentiques comme il y en avait avant l'État-nation et auquel s'est opposé l'État-nation. Je prends un exemple très simple, c'est celui de la langue. Oui. De la langue. Oui. Vous voyez très bien que c'est la technique, à travers les transports, les télécommunications, le commerce, etc., qui a obligé les hommes à peu prendre une langue dominante de communication. Avant, ils n'en avaient pas tellement besoin en dehors d'une petite élite parce qu'ils ne communiquaient pas. Et peu à peu, l'anglais passe et repasse. Comment, à ce moment-là, ayant cette langue de communication nécessaire, comment voyez-vous des langues régionales aujourd'hui? Alors moi, je vois dans le dépassement de la formule rigide d'État-nation le seul moyen de laisser les langues régionales revivre. Car qu'est-ce qui s'est opposé à elles depuis la Révolution française? Je peux vous citer exactement les discours de l'abbé Grégoire et de Barrère à la Convention. C'est eux, n'est-ce pas, quand il y a eu un changement extraordinaire entre 1790 et 94. En 90, il y a eu une loi qui est très peu connue, qui a été passée par l'Assemblée législative, je crois qu'elle s'appelait, je ne me rappelle plus, les premières, disant ceci: toute loi passée par notre Assemblée, en français, devra être traduite dans les 5 langues du royaume. On mentionnait expressément le breton, le basque, le catalan, l'italien et l'allemand. Bon, ça c'était du fédéralisme, si vous voulez. C'était ce que je souhaite. La possibilité pour chaque communauté, soit ethnique ou linguistique, soit simplement locale, de s'exprimer et de ne pas être passé au laminoir par l'État central. 4 ans plus tard, à la Convention, discours de Barrère et discours de l'abbé Grégoire, disant « Seul le français est la langue de la liberté », telle qu'elle est conçue à Paris dans le Club des Jacobins, et les autres langues, n'est-ce pas, doivent être absolument abolies. La superstition par le bas breton, le fanatisme par le basque, l'émigration et la réaction parlent allemand. Quant à l'italien, je ne sais plus ce qu'il parlait. Et l'occitan n'était pas indiqué.
Il y avait 5 langues. Il a suffi de ces discours, reçus par des acclamations folles, pour sceller le sort de ces langues en France pour longtemps. Vous savez que jusqu'à il y a quelques années, lisez le livre de Morvan-Lebesque, « Comment peut-on être breton ?» Les instituteurs bretons à qui il échappait un juron en breton pendant une récréation étaient punis de peine de prison. Vous savez que en Alsace, à la suite de la dernière guerre, l'enseignement de l'allemand, qui est tout de même la langue de 1,16 million Alsaciens, sauf erreur, sur 1,150 000, est interdite dans les écoles. Si un Alsacien veut apprendre le bon allemand, dont il parle un dialecte, il doit aller à Bordeaux. Enfin, cette intolérance ne me semble pas être une spécialité française, parce que quand on voit ce qui s'est Pas du passé tout, aux mais États-Unis absolument pas. et au Canada, et Écoutez, quand on voit le mal qu'ont aujourd'hui, par oui, exemple, oui. les Québécois, et s'ils ont survécu en parlant leur langue, c'est parce qu'ils étaient extrêmement nombreux. Quand on voit le mal qu'ils ont aujourd'hui à faire reconnaître le fait français au Canada, qui, je m'excuse, est un État fédéral, Oui. on n'a pas l'impression que ce soit l'État-nation tel que vous le définissez qui soit finalement le seul responsable de ce genre de comportement. Non, écoutez, je prends des exemples que tout le monde ici connaît, n'est-ce pas? Je pourrais vous en donner des tas Ça risquerait de nous faire porter tous les d'autres péchés de pays. l'humanité. Absolument pas. Écoutez, moi je parle d'une communauté à laquelle j'appartiens, communauté culturelle, n'est-ce pas? Oui. Je me mets dans l'affaire complètement. Ne croyez pas du tout que je suis un Suisse qui vient faire le procès de la France. Il n'est pas question de ça. Il est question d'un procès que je fais à l'État-nation, puisque c'était notre discussion, n'est-ce pas, avec François de Clouzet maintenant, savoir si le fédéralisme ou l'État-nation ou la technique favorise le plus ou défavorise le plus les diversités communales, régionales, linguistiques et tout ce qu'on veut. Alors il me semble que la cause est entendue, les États-nations n'ont pas de cesse qui n'ait anéanti les langues. Par exemple, je viens de même de vous donner l'État l'exemple d'un italien, État fédéral qui est aussi intolérant qu'un oui. État-nation. Alors ça nous entraînerait un peu loin. Ah ben oui. J'ai été frappé en allant donner des conférences au Canada, où j'avais proposé des conférences sur le fédéralisme dans 5 universités canadiennes. Je pensais qu'ils se jetteraient sur ce sujet. Pas du tout. Ils ont demandé que je leur parle de l'amour et l'Occident. Et ils ne voulaient pas que je parle de fédéralisme au Québec et en français, parce que pour eux, fédéralisme veut dire État centralisé. Ben voyez-vous, voilà, Oui, c'est ce mais que je voulais écoutez, vous faire. Il y a des dire. malentendus considérables sur le fédéralisme, même en Suisse, n'est-ce pas? Je sais. Qui est pourtant l'autre exemple que celui des États-Unis, que j'aurais pu opposer, qui s'est fait tout à fait autrement. Il s'est fait à partir des petites communautés, non pas à partir d'un mélange de tout ça. Mais vous avez en Italie l'oppression du gouvernement de Rome sur les communautés qui parlaient français depuis des siècles. Les vallées du Piémont, dites vaudoises, et le Val d'Ost, où ça va si loin que le français est encore enseigné dans les écoles du Val d'Ost, mais il est généralement enseigné par des Italiens qui viennent par exemple de Naples, où ils ont appris le français à l'école. Vous imaginez ce que ça peut donner. En quoi ça peut fausser vraiment les moyens d'expression de l'âme populaire, n'est-ce pas? C'est extrêmement grave. Vous avez ça en Italie avec d'autres minorités, allemandes, slovènes et tout ça. Et vous l'avez dans toutes sortes d'autres pays d'Europe. Vous l'avez en Espagne, où les Catalans n'ont pas eu le droit de publier des livres en catalan pendant longtemps, ni même de faire traduire des ouvrages étrangers en catalan. Ça a changé assez récemment, il y a quelques années. Alors, une fois de plus, je ne fais pas le procès de la France, je fais le procès de l'État-nation et j'essaye de répondre à ces objections. Et alors, votre dernière question, c'était sur la technique. Il est évident que la technique est uniformisante. C'est en quoi on peut dire que la technique n'est pas neutre, comme on le dit souvent. Elle n'est pas neutre du tout, elle agit sur nous. Et d'une manière que nous n'avons pas nécessairement souhaitée. C'est un résultat que nous constatons, cette action de la technique. Mais je pense que là, c'est aussi une raison pour suivre la ligne que j'ai indiquée dans ma première partie, où j'étudie les systèmes de la crise, où je critique la superstition de la production, de la productivité à tout prix, de l'augmentation indéfinie de tout. Je pense que si nous continuons comme ça, un des résultats les plus déplorables,
Ça ne sera pas seulement la dissolution des communautés dans des villes énormes et ingouvernables aujourd'hui, mais aussi l'uniformisation des esprits à la fin. Et moi, je trouve ça extrêmement grave. Ça, c'est un procès de la technique qu'il faut faire, là. Ou du moins de l'emploi que nous en faisons. Et, n'est-ce pas, au fond, tout mon livre vient à dire ceci. Il n'y a qu'un moyen de s'en sortir, c'est que l'homme redevienne responsable, donc libre. C'est ça la morale de mon livre. Il n'y en a pas d'autre. Et il ne peut l'être que dans des petites communautés. Non, je voulais dire qu'il semble difficile de généraliser à partir de quelques exemples. Parce qu'on peut également citer des fédérations, comme la Suisse, dont on fait partie, où on a conservé une diversité de langage, de culture et de coutumes. Des exemples où des groupes ethniques, comme les Basques et les Catalans, ont au contraire été divisés en deux et ont perdu leur unité par l'État-nation. Et je crois que finalement, ce qu'on pourrait dire là-dedans, c'est de revenir au titre de votre livre, c'est l'avenir est notre affaire. Je crois qu'il est possible de faire une fédération qui serait uniformisante. Il est possible également de faire une fédération qui permettrait une diversification. Pensez-vous pas? Oui, absolument. Ce sont des instruments, tout cela. Et alors, tout dépend de l'usage qu'on en fait. Et c'est pour ça que je voudrais insister uniquement sur ce fond de mon livre, qui est par quels moyens peut-on favoriser la reprise de responsabilité par l'homme moderne, alors que tout tend à le priver. Qu'est-ce que c'est qu'un citoyen dans une immense ville de 13 millions d'habitants, comme Los Angeles ou New York? Qu'est-ce qu'il peut faire? Il est absolument réduit à l'impuissance, et on le lui dit, on le lui enseigne tous les jours. On lui dit que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on décide en haut lieu est beaucoup trop compliqué pour lui, qu'il n'a qu'à s'occuper de ses petites affaires à lui dans son coin. Mais alors, quel remède appliquez-vous à la démesure d'un pays comme les États-Unis? Alors justement, les régions, c'est-à-dire... Mais ils ont ça. Non. Enfin, d'une certaine manière. Ils le redécouvrent. Je suis très frappé de voir à quel point les sociologues et politiciens et politologues américains maintenant, des gens comme George Kennan et bien d'autres, l'ancien maire de New York, Lindsay, en viennent à dire à peu près la même chose que moi dans ce livre. N'est-ce pas? Qu'il n'y a de solution que dans le dépassement de ces immenses masses, leur fragmentation en communautés beaucoup plus petites qui soient vivables et vivantes, où l'homme puisse redevenir responsable de son destin. Et ça, ce n'est pas une question de fédération des États ou pas, n'est-ce pas? Il se trouve que les États, chaque État américain se comporte un petit peu comme un État-nation, avec beaucoup d'atténuation, puisqu'il fait partie d'un ensemble plus vaste. Mais à cet égard, ils sont tous trop grands. Ils ont été découpés un peu n'importe comment, comme on le voit par leur forme sur la carte. Ils ne correspondent pas à des réalités humaines fortement ancrées. Le cas de la Suisse est exactement l'inverse. Ça n'a jamais été découpé, n'est-ce pas? La Suisse est faite de communes, pas même de cantons, qui est une notion récente, inspirée surtout de Napoléon. L'idée de canton comme un petit État. Dans le temps, on disait des Orte en allemand, des lieux, des pays, si vous voulez, et qui n'étaient pas du tout définis par des frontières exactes. C'était assez flexible, tout ça. Il y avait les bornes entre les propriétés et les communes, c'est tout. Alors là, vous avez une diversité étonnante qui a pu être maintenue. C'est un type de fédération qui favorise la diversité. Le type de fédération américaine a favorisé, au contraire, le melting pot, n'est-ce pas, le mélange de tout. Encore qu'il ne faut pas s'y tromper, si on vit aux États-Unis, on s'aperçoit qu'il y a d'immenses différences entre l'Est et l'Ouest, le Nord et le Sud, le Centre. Et selon le dosage, n'est-ce pas, des Allemands, qui sont très importants en Pennsylvanie, ou des anglo-saxons sur la côte Est, tout ça, des Espagnols sur la côte Ouest. Et ça subsiste encore, mais ça tend à se recréer très rapidement. Il y a un mouvement assez profond pour recréer des régions qui souvent brochent sur les frontières de 2 ou 3 États.
Mais est-ce que c'est l'État qui crée la guerre ou est-ce que c'est la guerre qui a créé l'État? Parce que tous ces projets sont bien jolis à partir du moment où il n'y a aucune menace extérieure. Mais à partir du moment où il y a des ambitions extérieures, il y a un mouvement naturel qui fait que toutes ces communautés se rassemblent et finissent par recréer un État. Par conséquent, comme on ne vit pas dans une situation de paix universelle, comme je ne crois pas que l'homme, je ne suis pas rousseauiste, je ne pense pas que l'homme soit naturellement bon, je crois que finalement tout ça est tout de même un très grand péril, parce qu'à partir du moment où vous aurez, disons, réussi dans votre ambition, si vous n'avez pas convaincu les autres ambitions potentielles, si vous voulez, je ne sais pas moi, le bloc soviétique ou ceux qui peuvent se lever en Asie, d'adopter le même système, vous aurez un système occidental affaibli par rapport à des menaces extérieures, et automatiquement, ou bien il succombera, ou bien il se reconstituera en État d'une forme ou d'une autre, qu'importe la formule dépassée de la nation. Je ne suis pas aussi pessimiste que vous. Vous faites en somme le raisonnement des gens contre la peine de mort, disant que messieurs les assassins commencent, n'est-ce pas? Et si on attendait ça, on ne commencerait jamais. Rien. Il y a une chose que je ne comprends pas. On l'a dit plusieurs fois, mais peut-être qu'on pourrait l'expliquer. Pourquoi est-ce qu'une Europe fédérée serait une fédération faible, plus faible qu'un assemblage de nations-États tel qu'elle l'est aujourd'hui? Parce que moi, je pense que les Européens ont très peu de choses en commun. Enfin, ce n'est pas un débat entre tous, c'est un débat avec M. de Rougemont. Ils ont tout en commun, tout l'essentiel. Ils ont tout l'essentiel en moi, je ne commun. pense pas. La culture, par exemple. Non. Il n'y a qu'une culture européenne. Oui, mais... Avec des nuances suivant les langues. Très grandes. Écoutez, toutes les langues européennes sont apparentées, n'est-ce pas? Même origine, sauf le basque et peut-être le finno-ougrien. N'est-ce pas? Les Hongrois et les Finlandais, et puis un des 3 États baltes. J'oublie toujours lequel. À part ça, toutes nos langues sont voisines les unes des autres, ont un énorme vocabulaire commun. Tout le vocabulaire des églises, le mot évêque, se retrouve immédiatement, parfaitement compréhensible dans toutes nos langues. C'est pas bishop, biscope, obispo. On ne se hait jamais si bien que quand on se comprend. Il est difficile de prétendre que le fait qu'il y ait des cultures similaires, et toute l'histoire de l'Europe n'est faite que de ça, n'est-ce pas? De gens qui apparemment se comprennent très bien et qui sont toujours prêts à se sauter dessus. Mais oui, ils ont pu le faire presque impunément, je mets ça entre guillemets, pendant des siècles, enfin, sans tuer complètement tout ce qui vivait. Maintenant, ils ne peuvent plus. Nous sommes devant une situation sans précédent dans l'histoire du monde qui demande un renversement de toutes les séries sur lesquelles nous vivions et que nous pensions pouvoir continuer indéfiniment. Mais nous ne pouvons plus. Il y a une chose, moi, qui m'inquiète, je dirais, dans la lecture de votre livre, et je dirais précisément dans la lecture par les Français. Vous dites, en somme, il faut que dépérisse l'État-nation. Je réponds que la première chose à faire n'est pas là, il faut que grandisse le citoyen. Car l'État-nation croit sur la démission du citoyen. Je l'ai dit et je l'ai écrit. Lorsque vous avez cette même phrase. Un pays de citoyens, je pense à la Suède, je pense à la Suisse, l'État-nation est fort peu nécessaire. Quand vous avez un pays comme la France de non-citoyens, en l'absence de l'État fort que nous avons, nous n'aurons pas la Suisse. Nous aurons l'Italie d'aujourd'hui, au mieux. Or, quand on parle aux Français des inconvénients de l'État-nation, ils sont tous d'accord. Ils sont d'autant plus d'accord pour accabler cet État-nation qu'étant mauvais citoyens, ils en dépendent davantage. Ayant démissionné complètement entre les mains de cet État-nation dont ils attendent tout, auquel ils demandent tout, il ne leur faut qu'une chose en supplément, c'est pouvoir cracher dessus. Mais ils ne voient pas tout ce qu'exigerait d'eux, de chacun d'entre eux, la disparition de l'État-nation, dans un pays où tout le monde triche, où tout le monde fraude, et où les seuls gens honnêtes sont ceux qui n'ont pas trouvé le moyen d'être malhonnêtes et qui s'en cachent en général pour ne pas être ridicules. Je dis qu'hélas, la France n'est pas digne de voir disparaître l'État-nation.
Il faut d'abord que les Français se haussent à la hauteur des citoyens responsables, et puis qu'ensuite, bon, nous avons cette tradition. Moi non plus, je ne veux pas accabler la France parce qu'on y vit bien, parce que là aussi, il y a tout de l'autre côté, de ce mauvais côté. C'est la spontanéité, c'est l'intelligence, c'est la diversité, c'est l'agrément de vivre en France. Seulement, il faut faire attention, parce que les Français, en vous lisant, diront, mais il a bien raison, ce monsieur Trouchemont. Je m'en doutais bien que tous nos ennuis viennent de l'État. Et ils rêveront que de voir disparaître l'État, pensant qu'ainsi se résoudront leurs problèmes. Vous avez dit les mêmes phrases que j'ai dans mon livre, n'est-ce pas? Identiquement. Je dis tout le temps, la force de l'État, c'est pas un dieu méchant, un vilain dragon qui est prêt à nous fondre dessus. L'État n'a d'autre force que celle de nos démissions personnelles. Non. Nous sommes complètement d'accord là-dessus. Tout à fait. Seulement, vous êtes tout d'un coup, vous versez dans un noir pessimisme quant aux possibilités de s'en sortir. Je suis aussi tout à fait Vous pessimiste. Examinons votre régionalisme à la lumière de la situation de la France. Et prenons un peu les régions comme vous venez de prendre les citoyens, n'est-ce pas? Admettons que nous établissions ces autonomies régionales que tellement de gens font semblant de vouloir. Qu'est-ce que vous aurez? Vous aurez une Corse sous-développée qui le sera encore plus. Bon, et vous aurez des régions riches qui se garderont bien de contribuer à quelque péréquation que ce soit au niveau de la nation, puisqu'elle n'existera plus, et qui continueront de... Oui, vous avez ce risque, n'est-ce pas? C'est de voir à ce Bien moment-là sûr. chaque région Bien continuer les unes à s'enrichir et les autres à s'appauvrir, parce que la France, c'était tout de même une vaste péréquation de tout cela, permettant de faire dans les régions les plus pauvres ce que permettaient de faire les régions les plus Ça, riches. c'est une définition bien idéale. Ben, je si vais vous vous allez prendre écouter un les gens exemple. du sud-ouest, ils ne pensent pas du tout. Ah, ça qu'on n'est fait pas. une Ah oui, je péréquation suis de votre entre avis. et le Nord. Parce que ça n'est pas Pas du parfait. tout. Parce qu'en bons citoyens français, ils ne voient que ce qu'on ne leur donne pas et non pas ce qu'on leur donne. Oui. Quel est le drame En fait, aujourd'hui on ne au donne pas. Moyen-Orient? C'est qu'il n'y ait pas un État-nation englobant tout le monde arabe. C'est qu'il y ait d'un côté des petits, Je ne voudrais en pas somme, être israélien non, à non, vous entendre. certes, C'est pas évident. mais je n'en sais rien. Moi, je constate qu'il y a d'un côté, en somme, des petites régions, telles on dit indépendantes, qui ont chacune leur pétrole, d'autres qui n'ont que des hommes et pas de pétrole. Imaginez que du golfe Persique, n'est-ce pas, au Nil, il y a un État-nation. Bien, ce que vous venez de décrire se passerait. Et les Égyptiens, avec le pétrole Eh bien, de il y a l'Arabie longtemps que nous Saoudite et serions du tous, Koweït, arabisés. auraient cette péréquation qui ici, n'est-ce pas, Vous imaginez ne se fait pas. l'État-nation arabe détenant tout le pétrole du monde, ou presque? Enfin, la Ça plus change. grande partie. Non, mais peu importe. Je veux Qu'est-ce qui simplement ferait dire de par nous là que ce phénomène serait de beaucoup plus dangereux que tous les péréquation, autres. on le voit très bien dès qu'on entre, passe à l'échelle de certaines unités où on s'aperçoit que si vous morcelez, eh bien, vous arrivez à des résultats souvent à exacerber les égoïsmes locaux. L'État-nation, c'est aussi parfois, il faut le reconnaître, un système de solidarité interrégion. Ah Et oui, je suis écoutez, sûr qu'en moi, France... je suis encore d'accord avec vous là. C'est une question de dimension. Je l'ai beaucoup expliqué dans mon livre, n'est-ce pas? Je ne suis pas du tout contre l'État. Attention. Ça, il ne faudrait pas se méprendre complètement sur mon livre. De croire que je suis anarchiste dans le sens que je ne veux plus un seul État. Je dis simplement qu'il nous faut dépasser cette dichotomie totale que vous décrivez si bien entre le citoyen et l'État. Le citoyen qui, plus il démissionne en tant que citoyen, moins il veut exercer ses droits et ses devoirs, plus il attend de l'État, quitte à le maudire, n'est-ce pas, ou à le tourner en bourrique, ou à faire se rebeller contre lui périodiquement. Ça, c'est un mal complet, c'est le mal civique, que vous avez décrit, que le livre de Perfit décrit extrêmement bien aussi. Il s'agit de dépasser cela, et pas de calquer les institutions sur la maladie afin de la propager et de l'empêcher de rejoindre un état de santé. Alors, je persiste à dire que le danger actuel, il est là. Enfin, le mal, il est là devant nous. Ça n'est plus une hypothèse. Nous savons très bien qu'on ne peut pas continuer indéfiniment comme ça. Sinon, on va à l'état totalitaire d'une manière mécanique. Ce n'est pas qu'il y ait des gens très méchants qui veuillent faire un état totalitaire. C'est parce que si les citoyens ne sont plus des citoyens, si c'est un troupeau de grains de limaille aimantés, n'est-ce pas, eh bien, on leur donnera ce qu'ils méritent. Ça, c'est inévitable, c'est presque mécanique. Ce n'est pas une question de doctrine politique.
C'est de la mécanique politique. Alors, je dis, étant donné que les choses en sont là, et nous sommes complètement d'accord là-dessus, il nous faut propager, par les écoles d'abord, une autre notion de l'État. À mon sens, l'État, c'est un service public qui fait les comptes, qui tient les cahiers dans le ménage, par exemple. Il y a de l'État dans un couple. Celui des deux qui fait les comptes, qui Mais en ordonne ses principe, dépenses. chaque époux n'essaye pas de tricher avec l'autre. Vous comprenez? Mais non, c'est tout le problème. mais justement, mais il nous faut apprendre à ne pas voilà. tricher. Donc, et à partir de la base. le fond du problème, si vous voulez, effectivement, je ai dit que je me faisais l'avocat du diable parce que je me sens en communion avec énormément de choses que vous dites dans votre livre. Simplement, effectivement, quand j'ai regardé, et c'est pourquoi moi-même j'ai fait un livre qui a abandonné toute grande prospective. Pourquoi? Parce que j'ai eu à tort ou à raison le sentiment que quand, comme vous faites, on ouvre des perspectives en France, qu'on montre aux gens des institutions qui nous bloquent, eh bien, il y a dans ce pays une telle perversion sociologique de la raison pour masquer les petites démissions, les choses désagréables, les choses pénibles, que tout ce que vous dites très logiquement est récupéré, renversé, pour encore renforcer le système. Et écoutez, je ne peux donc, pas me dire... finalement, je ne peux pas je me me mettre situe à tout dire à d'autres fait en choses. amont de vous, n'est-ce pas? Vous êtes très loin en avant. Et au fond, je pense qu'il y a pas... C'est une contradiction en particulier avec ce que j'ai fait, parce que j'ai eu le sentiment que la première chose à faire, c'est d'essayer d'obliger les Français à regarder un certain nombre de choses. Comme évidemment, ce n'est pas un livre qui peut le faire. Je ne sais pas, il faudra l'école, il faudra la vie publique, il faudra surtout les faits, il faudra les crises, il faudra tout ça. Oui. Et je pense que progressivement, nécessité, les Français vont évoluer, vont se rendre compte que les choses dépendent d'eux. C'est là que je ne suis pas du tout aussi pessimiste que vous. Je sens déjà un changement très net, surtout chez les jeunes, n'est-ce pas, qui peuvent se passionner pour des causes qui n'existaient pas il y a encore 20 ans. Les régions et l'écologie sont beaucoup plus mobilisatrices que n'importe quelle idéologie politique aujourd'hui. Et c'est un signe tout de même. Il y a quelque chose qui se fait, qui se cherche, qui monte. Alors, pourquoi être si pessimiste? Et pourquoi renoncer à dire ce qu'on croit être la vérité, parce qu'on n'est pas sûr que tout le monde la comprendra de la même manière? Écoutez, je ne trouve pas, pour ma part, par exemple, que l'écologie soit un combat tellement nouveau, ni tellement jeune. La Révolution nationale a fait beaucoup d'écologie en France entre 1940 et 1944, et je ne dis pas ça du tout pour la condamner. François Clauset faisait allusion tout à l'heure au Moyen-Âge, et je pense que ce que vous vouliez dire, c'est qu'un certain régionalisme vous faisait penser éventuellement à un retour au féodalisme. N'est-ce pas? Tout ça, est-ce que c'est si nouveau ou est-ce que c'est un éternel retour? Ah, écoutez, moi, ça m'est complètement égal si ça n'est pas nouveau. Oui, mais vous venez de le dire. Vous venez de dire que c'était quelque chose de très nouveau. Oui, et que... comme force mobilisatrice, c'est Oui, incontestable, n'est-ce pas? Qui est-ce qui peut réunir 80 000 personnes? Qui est-ce qui peut réunir 350 000, comme près de Pampelune? Qui? Quel est le parti? Quelle est la cause? On a vu dans le passé des gens réunir Woodstock, 50 000 personnes. Woodstock, c'était la pop musique et ça réunissait autant de jeunes. Mais donc je pense que c'est autour pas d'une cause tout à fait ça. Inexistante. Ce qui est de très Attention, nouveau dans l'écologie, c'est que une jusqu'à fête. présent, cette société ne s'aimait pas uniquement à travers son système social. Et désormais, elle ne s'aime pas non plus à travers son système technique. Ça, c'est effectivement un phénomène un signe très important. nouveau. C'est un signe important. Ça correspond au fait que la rentabilité, l'utilité de la technique diminue. Tout ça, c'est très positif à condition que, j'en reviens toujours là, au lieu de dire aux gens la technique est mauvaise, vous pourriez être aussi heureux, avoir autant de confort sans la technique, on leur explique bien que désormais, ils ne doivent plus rien attendre de la technique, mais eux, faire écoutez, l'effort de se je ne prendre sais en pas compte. contre qui Et vous dites ça, parce que ça ne m'atteint pas du tout. Non, et J'ai vous pas le dites absolument rien dit de tout au pareil. long de votre livre. Non, Je j'ai voudrais pas dit ça. passionnément que les gens, lisant votre livre, lisent surtout ça et n'aillent pas tout de suite aux grandes perspectives très séduisantes et auxquelles on a envie d'adhérer que vous faites,
mais qui, à mon avis, passe, entre guillemets, par une rééducation culturelle. Il faut des absolument Français. Et lire j'espère mon livre que c'est jusqu'au ce que bout. vous dites, cette partie-là, qu'on C'est lira le plus. indispensable. J'aurais voulu la souligner Si en vous rouge. lisiez mon livre jusqu'au bout, vous verriez que la fin, la conclusion, Je sais. ce qui s'appelle conclusion, explique aux gens qu'il n'y a qu'un moyen de s'en sortir. C'est pas du tout de dénoncer des mots, de dénoncer ceci, de vouloir renverser ça. Je leur dis par exemple, il est absurde de vouloir renverser le pouvoir des États-nations aujourd'hui. C'est un pouvoir qui est en bonne partie négatif. Il consiste à refuser des mesures d'union, par exemple, ou des choses comme ça, mais qui ne peut plus rien animer. Alors je leur dis, l'opposition que je fais tout au long du livre entre puissance et liberté comme buts généraux dans la vie, je la définis en une phrase. La puissance, c'est le pouvoir que l'on prend sur les autres. La liberté, c'est le pouvoir que l'on prend sur soi-même. Et je ramène tout à ça, à la fin de mon livre, à une espèce que j'appelle conversion personnelle, un changement de cap, si on veut, un changement d'orientation et d'ambition dans la vie. Ça, c'est une éducation, et qui ne peut concerner que les personnes. Mais qui a jamais accepté de n'avoir de pouvoir que sur soi-même? Et est-ce que c'est conforme à la nature humaine? Non, mais qui a jamais fait le bien? Ben oui, mais c'est la même chose. N'est-ce pas? Et lorsque c'est une raison de faire le mal, tranquillement, en disant personne n'a jamais fait le bien. Non, je crois qu'il faut De surtout ne pas pas préconiser dire. le bien. Il ne faut surtout pas dire Je constate qu'aujourd'hui les Français, étant comme ils sont, le carcan de l'État est peut-être la moins mauvaise solution pour éviter un certain glissement vers une anarchie très mauvaise. À partir de là, je dis que la nature du français, enfin, de ce point de vue-là culturel, si j'ose dire, peut évoluer, doit évoluer, et qu'il n'y a pas de raison d'être pessimiste. Travaillons tous à mieux penser. S'il n'y avait que des gens qui écrivent des livres, excusez-moi, mais je pense qu'il y aurait lieu d'être pessimiste, mais il y a une autre force extraordinaire. C'est les faits, c'est les crises. J'en suis parfaitement Et persuadé. le seul éducateur de l'homme, finalement, ça a été la crise. Bon, alors, de ce point de vue-là, on peut être très confiant, parce que vraiment, au calendrier de notre futur... Ça ne va pas nous manquer. Ça ne va pas nous manquer. Là aussi, vous rejoignez mon avant-dernier chapitre qui s'appelle « Pédagogie des catastrophes ». Où je dis que si nous ne changeons pas d'ici 10 à 15 ans, ça sera trop tard. Comment imaginer que l'humanité, qui a fait des bêtises depuis 150 000 ans probablement, va tout d'un coup devenir sage? C'est impossible à croire, même un instant. Donc, si quelque chose va changer, ça sera, comme vous le dites, à cause des crises enseignantes. Regardez la petite crise du pétrole, qui n'était rien du tout, une crisette, n'est-ce pas, que tout le monde a pris au tragique. Ça a eu l'énorme avantage d'apprendre à tout le monde quelles étaient les réalités de l'énergie, du pétrole, comment se décompose le prix d'un litre de pétrole. Enfin, la foule a appris des choses considérables. Et on sait déjà que la prochaine leçon, c'est pour dans 5 ans, quand le prix du pétrole sera à $18 le baril, et que, c'est-à-dire qu'il doublera à la pompe, et puis qu'il y aura l'étiquette de rationnement et tout. Et qu'il faudra se poser la question. Les Français auront leur deuxième leçon d'énergie. Voilà. Elle est programmée pour dans 5 ou 10 ans. Qu'est-ce que nous faisons de nos voitures? Qu'est-ce que nous faisons de nos autoroutes? Voici terminée cette rencontre avec Denis de Rougemont. Dimanche prochain, je recevrai le professeur Alain Touraine en compagnie de Claude Lefort, Annick Rigel, Patrick Vivray et Régis Debray. Je rappelle aux auditeurs qui souhaiteraient recevoir les cassettes des émissions Rencontres qu'ils peuvent m'écrire. Patrice Galbeau, émission Rencontre, Maison de la Radio, 116 avenue du Président Kennedy, Paris 16e. Merci, au revoir.